On va revenir, Henri, si tu le permets, hein, seulement, aux mineurs non accompagnés. En tous les cas, merci de ce témoignage. Ici, à Briançon, ça représente à peu près 60% donc, des passages de mineurs non accompagnés déclarés. Que font-ils ces mineurs? Est-ce que, j'imagine, Zia, vous me contredisez, vous me contredites si jamais je me trompe, mais théoriquement, lorsque un policier trouve un MNA déclaré dans la zone frontière, il est censé l'accompagner au conseil départemental, c'est ça? Ça fait partie du code. Et ce qui est amusant dans les Hautes-Alpes, c'est que les statistiques de MNA recueillies au CRS, au Centre Refuge Solidaire de Briançon, sont exactement les mêmes qu'au conseil départemental, ou alors de façon très morte, avec une marge extrêmement marginale. Ça veut dire que la plupart des mineurs que vous recevez, c'est vous, ici à Briançon, qui les emmenez au conseil départemental. Et là, je m'adresse à Philippe Vion, du collectif Refuge Solidaire. Oui, effectivement. Oui, c'est bon. C'est bon. Effectivement, les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Hein. La moitié des gens qui arrivent au refuge sont des mineurs, se déclarent mineurs. Donc après les avoir accueillis, donné à manger, laissé se reposer, parce qu'ils arrivent évidemment dans un état souvent déplorable, accès aux soins aussi, et on leur rappelle le droit. Je ne vais pas vous le rappeler, ça a été très bien fait tout à l'heure. Donc le droit, c'est qu'il faut qu'on aille les signaler, qu'ils se signalent au conseil départemental. Alors là, depuis cet été, les règles du jeu ont été très fluctuantes. On nous a dit d'abord, écoutez, nous, au conseil départemental, on ne peut rien faire si vous ne les amenez pas au commissariat. Alors là, je parle de traumatisme pour eux et je pèse mes mots, parce qu'effectivement, quand on a échappé plusieurs fois à la police pour arriver jusqu'ici, et puis qu'on leur dit, faut aller à la police, c'est pas très facile à entendre et à comprendre. Alors c'est peut-être parce qu'on est adultes et qu'ils font ce qu'on leur dit. Ça a été dit aussi tout à l'heure. En tout cas, effectivement, on les accompagnait au commissariat et on y allait. Alors là, ils étaient enregistrés, effectivement. Le commissariat passait l'information au conseil départemental et la réponse, invariablement, était « Ah, mais non, on ne peut pas les accueillir, hein, on n'a pas de place. » Et les policiers qui étaient là avec nous disaient « Écoutez, si vous pouvez les garder avec vous, ça nous arrange bien, parce que nous, on ne peut rien faire. » Et donc, on repartait au refuge avec eux. Mais il s'agissait quand même de les signaler, parce que le signalement au commissariat, ça ne suffisait pas. Et nous, on n'a pas le droit d'héberger des mineurs. Ça, c'est le droit. Donc, il s'agissait de les acheminer ensuite jusqu'à Gap, au conseil départemental. Le conseil départemental n'a jamais payé de billets pour leur permettre de se déclarer à Gap. Donc ça a été fait par les bénévoles et les dons, merci. Ils arrivaient à Gap, ils se faisaient enregistrer, mais là, à Gap, il n'y avait pas de place pour eux, donc ils se retrouvaient à la rue. Et heureusement, des associations gapençaises étaient là pour les accueillir, les loger, les mettre à l'abri. Voilà la réalité, voilà comment se décline le droit dans le Briançonnais aujourd'hui. Alors, une petite note d'espoir, depuis une semaine, le conseil départemental fait son boulot, c'est-à-dire que quand on les signale, depuis quelques jours, et quand on les signale, le conseil départemental vient les chercher et les prend en charge, c'est-à-dire respecte la loi. Mais enfin, c'est très récent. Philippe, on va donner la parole à Elena qui souhaiterait réagir à ce que tu viens de dire. Traduction. Non, j'essaie de parler français. Alors, cette année, on a présenté une dizaine de recours à la Cour européenne des droits de l'homme pour protéger des mineurs non accompagnés qui ont été laissés sans protection par les autorités italiennes contre la loi italienne, donc des situations très pareilles.
Et on a demandé à la Cour européenne d'ordonner à le gouvernement italien de placer ces mineurs dans des centres pour mineurs adéquats. La Cour a répondu le même jour ou le jour après, donc magnifique, et a demandé des renseignements à le gouvernement. Dans quelques cas, le gouvernement a répondu que ces garçons n'étaient pas des mineurs, mais étaient des majeurs, et la détermination de l'âge avait été effectuée seulement par la radiographie de poignet, et sans indication de marge d'erreur. Donc on a expliqué à la Cour que cette détermination de l'âge était pas fiable scientifiquement et aussi illégale. Et la Cour, en 5 cas, a décidé, a ordonné à le gouvernement italien d'identifier ces garçons comme mineurs et de les placer dans un centre pour mineurs. Vous savez que la Cour européenne ordonna ces mesures d'urgence très très rarement, seulement en cas d'expulsion. C'est très très rare qu'ils décident qui ordonne à les autorités de prendre des actions positives comme ça. Et le gouvernement a placé ces mineurs immédiatement. Et dans les autres cas, il a transféré les mineurs aussi avant que la Cour décida sur la demande de mesures provisoires. Donc, je crois vraiment que c'est un outil très 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 fort qu'on devrait vraiment utiliser plus souvent, parce que la Cour c'est très très sensible, c'est très efficace. Zia, vous répondrez aux questions de CRS, de tous les militants sur comment on fait pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Mais alors, si vous souhaitez réagir, mais brièvement, parce que je voudrais faire parler d'autres personnes. Oui, je veux juste préciser une chose. C'est que vous avez, donc on parlait de l'intervention citoyenne et le fait qu'il fallait les emmener à la police et que la police n'avait pas. Tout ça, c'est n'importe quoi. Juridiquement, il y a un article qui est très clair, L226-3 du Code de l'action sociale et de la famille. Le citoyen doit informer, lorsqu'il est en présence d'un mineur, en l'occurrence le président du conseil départemental, le département. Ça se fait soit en appelant le 119, soit en faisant un fax. J'invite les gens à faire des fax. Parce qu'au moins, pour nous, avocats, on a une preuve. On fait un fax au département en disant « je suis avec telle personne qui se trouve ». Voilà. C'est ce que sans doute vous faites. Donc, il faut continuer à le faire parce que c'est important. Ensuite, l'évaluation se fait, c'est là où c'est compliqué en France, l'évaluation se fait par le conseil départemental, par le département. Donc, ce n'est pas l'État qui le fait. Tant qu'on n'a pas d'évaluation de l'enfant, de mineur, autrement dit, la qualité de mineur, il y a un problème puisqu'il n'y a rien qui se met en place. Or, cette évaluation doit se faire dans les 5 jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si les 5 jours ne sont pas respectés, ce qui est le cas de 100%, eh bien on saisit le tribunal. En demandant éventuellement une mesure utile, en disant « je demande à ce qu'il se prononce ». Ce n'est pas possible. Astreindre le département à évaluer correctement. Et lorsqu'on a fait ça et qu'on n'a rien, eh bien là, on peut parfaitement aller aussi, ou alors saisir aussi la Cour. Saisine de la Cour européenne, c'est un moyen très simple. En fait, il faut juste écrire à la Cour. Et la Cour européenne est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un exemple à suivre pour tout le monde, je pense, en termes de juridiction. Si la requête n'est pas bonne, elle va vous appeler. Ou elle va vous écrire en disant « mais attendez, je vous donne 5 jours pour me donner tout ça ». Et mieux que ça, la requête, pour ceux que ça intéresse, vous mettez requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez un guide
que vous devez suivre. Il faut savoir lire le français, ce que vous savez faire, il n'y a pas de difficulté. Donc il ne faut pas forcément être juriste ou avocat pour pouvoir le faire. Dans les éléments qui ont été rappelés, on a l'intérêt supérieur de l'enfant qui est prévu par la Convention européenne. Alors, on a dit que la Convention européenne de droits de l'enfant avait force obligatoire. Les juridictions nationales considèrent que pour certains articles, et notamment l'article 3-1, effectivement, et l'article 20, ça a force, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte, et notamment le fait de la notion de danger. Donc, la Cour européenne considère aussi que toute personne qui déclare être mineure, à partir du moment où la législation nationale prévoit l'évaluation, mais il ne met pas en branle, j'allais dire, le système, et donc n'évalue pas, de fait, il porte atteinte à un droit fondamental de l'enfant qui est d'être évalué. C'est-à-dire que donc c'est parfaitement possible de le faire. Alors bien sûr, les équipes de juristes, d'avocats, associations, etc., forcément, ils peuvent les aider. C'est parfaitement possible aussi de faire une préparation que pour la saisine. Mais en tout cas, à notre sens, ce qui est possible de faire, c'est d'aller attaquer l'absence d'évaluation de ces personnes par le département. Et ensuite, le Conseil d'État considère que si rien n'est fait par le département, celui qui est responsable, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État doit se substituer au département. Voilà ce que je voulais dire. Merci Zia. Avant de nous tourner vers les personnes de GAP, notamment de l'association Un Toit, Un Droit, du CHUM, le centre d'hébergement d'urgence pour les mineurs isolés, je voudrais me tourner vers Rachid. Et entre ce que dit Zia Ouloumi et ce que vous constatez sur le terrain, et notamment à Marseille, j'invite vivement les personnes ici présentes à aller voir le film de Rachid Oujdi, qui est glaçant, véritablement, où donc il filme des jeunes mineurs non accompagnés déclarés qui se présentent dans les institutions ad hoc à Marseille pour constater l'état de dénuement dans lequel on les laisse. Je parle de dénuement, je parle du gouffre qu'il y a entre la loi et ce qu'il se passe effectivement sur le terrain. Brièvement, Rachid, ça se passe comment ? Alors en fait, j'aimerais dire aujourd'hui que depuis le tournage, le film est devenu obsolète, dans le sens où, entre ce que j'ai pu filmer... Allez quand même le voir. Je vais juste expliquer que... en disant ça, c'est que... bien sûr, à travers le film, il y a une forme de dénonciation d'un dysfonctionnement institutionnel. Et en fait, toujours quand on travaille longtemps sur un film de ce type, on se dit ça peut faire changer les choses. Alors d'un point de vue du regard, d'un point de vue de la mobilisation citoyenne, oui, d'un point de vue institutionnel, non. C'est que depuis le tournage, entre le tournage et aujourd'hui, la situation à Marseille, elle est pire. Si vous n'avez pas vu le film et si vous venez ce soir voir le film, dites-vous que c'est très gentil, c'est presque bisounours à l'époque où j'ai tourné, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. La situation est pire, ils sont de plus en plus nombreux. Le service d'évaluation mandaté par le conseil départemental a été remanié de façon différente, de façon plus répressive. Au moment où je filmais, cette structure chargée de l'évaluation faisait un accueil qu'on disait inconditionnel, c'est-à-dire que toute personne qui se pointait, qui disait voilà je suis mineur, pouvait en fait avoir un petit déjeuner, plusieurs déjeuners par semaine, etc. Aujourd'hui c'est plus le cas. Ceux qui bénéficient de ces... Alors c'est plus une maîtresse de maison qui fait les repas, mais ce sont les tickets repas dans des snacks. Ceux qui en bénéficient, ce sont des jeunes qui ont une OPP non exécutée. Donc obligation de placement provisoire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu juste pour enfants, les avocats sont intervenus pour dire voilà qu'il y a ce test de cette minorité, et donc le conseil départemental est chargé de les mettre à l'abri. Et donc c'est ça qui est aussi fou et qui dit que la situation s'est empirée, c'est-à-dire que ces jeunes avec ce papier, cette OPP du coup non exécutée puisqu'ils ne sont pas mis à l'abri, peuvent avoir des tickets repas pour déjeuner de temps en temps, ce qui est assez affligeant, je trouve. Alors en 2010, en France, les conseils départementaux enregistraient 4000 mineurs non accompagnés. C'est monté à 13 000 en décembre 2016. On en est à 25 000 aujourd'hui. Et le cas des Hautes-Alpes est tout à fait éloquent, puisque il y a encore, avant 2015, on était à 10 ou 12 mineurs non accompagnés qui étaient pris en charge. Et aujourd'hui, où en est-on ? Je me tourne vers
François Estrangin ou Dominique Rougier, si vous vouliez bien répondre sur cette évolution qui est survenue, notamment cette année, et comment le conseil départemental réagit-il ou ne réagit-il pas? Oui, les chiffres sont assez impressionnants, puisqu'on est passé d'une quinzaine de mineurs il y a 2 ans à 65 il y a 1 an et à pratiquement 1000 cette année. Donc multiplié par 15. Au niveau national, multiplié par 2. Au niveau des Hautes-Alpes, multiplié par 15. Voilà. Alors comment a réagi le conseil départemental? Il a très vite mis les pouces en disant « je peux plus ». Voilà. Donc je fais plus rien. Voilà. Et ni prise en charge, ni mise à l'abri, rien. À un moment, au début, ils ont donné des tickets repas, 2 tickets repas par jour, puis 1 ticket repas par jour, et puis le 1er septembre, plus de tout ticket repas. Donc c'était entièrement à la charge des bénévoles, des collectifs, des associations, pour apporter une réponse. Et je dirais, comment dire, donc depuis l'acte 1 de la décentralisation survenue donc dans les années 80 sous Mitterrand, la charge des mineurs non accompagnés est celle des départements. Oui. Pourquoi ne réagit-il pas dans la mesure où, lorsqu'il y a un dépassement du nombre habituel, l'État ensuite se substitue et rembourse les frais? Il y a aussi tout un dispositif qui a été créé par une loi en 2016 qui permet au département, lorsqu'il est débordé, d'envoyer des mineurs avec toutes les contraintes que ça implique, notamment psychologiques. Que se passe-t-il? Alors, il y a eu un bras de fer entre le conseil départemental et la préfecture. Le conseil départemental disant « j'en peux plus, il faut que l'État nous aide financièrement ». Et l'État disant « c'est pas mon problème, c'est celui du conseil départemental ». Même si l'obligation ultime, effectivement, revient quand même à l'État. Donc il y a eu pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, une espèce de bras de fer, avant que finalement la situation se débloque un peu à la mi-septembre, avec une mise à l'abri dans un lycée d'un certain nombre de mineurs qui étaient là, à la rue en attente. Voilà. Et puis, à force de pression dans tous les sens, le département a fini par mettre à l'abri à peu près systématiquement les mineurs qui arrivaient sans délai. Voilà. Mais c'était très long. Et du coup, la contrepartie, j'allais dire, c'est que énormément de mineurs ne sont pas considérés comme mineurs par le département à l'issue de leur évaluation. Et donc, on fait rentrer vite, mais on fait sortir vite de l'autre côté. Sylvie, non mais elle râle depuis tout à l'heure, mais elle a beaucoup parlé en début de... Comment ça se passe l'évaluation de la minorité? Ouais. On constate que ces dernières années, le déni de minorité a très largement augmenté, alors que le nombre de MNA déclarés a très largement augmenté lui aussi. Aujourd'hui, il n'y a que 61% en France de MNA qui sont considérés mineurs comme tels. Comment ça se passe? Il y a les tests osseux, il y a l'observation des corps, notamment les poils pubiens. Comment ça se passe, cette détermination de la majorité ou de la minorité d'une personne? Alors, comment ça se passe? Je peux vous le dire par rapport à ce que j'en sais, parce que je n'y participe pas. Parce que, après, il y a sûrement des variantes en fonction des départements, mais ce qui est mis en place, de manière générale, c'est un entretien avec des professionnels. Alors, ça peut être... C'est variable, hein. Ça peut être... c'est pas le cas dans les Hautes-Alpes, puisque ce ne sont pas des professionnels qui font les entretiens d'évaluation. D'accord. Ouais. Jusqu'à un certain temps, c'était des gens qui bossaient à Pôle emploi, quoi, qui n'avaient pas... Sur les 4, il y en avait 2 qui avaient des diplômes qui correspondaient à ce qui était nécessaire, mais les 2 autres, ils sont toujours en action, n'ont aucun diplôme qui leur permette de faire ce travail-là. Merci Dominique. Alors, je ne sais pas s'il existe un diplôme qui habilite quelqu'un à pouvoir évaluer l'âge d'une personne. On est d'accord.
Parce qu'il s'agit d'un... Alors moi, je vous donne ce que je sais venant de Marseille et comment ça se passe là-bas. Après, ça se passe comme ça aussi dans d'autres départements, puisque c'est quand même l'orientation qui est donnée d'en haut. Par le ministère, puisque ça relève du ministère de l'Intérieur, de la PJJ, de la protection de l'enfance. Et donc, c'est un entretien très long, dans lequel on va demander aux jeunes de raconter son histoire, mais aussi où il va être tenu compte de la manière dont il raconte. Est-ce qu'il a une attitude plutôt d'adulte? Est-ce qu'il a une attitude plutôt enfantine par rapport à ce qui se passe? Enfin voilà, c'est très difficile et j'aimerais pas être à la place de ceux qui évaluent vraiment, parce que c'est pas une place non plus très très confortable, et ça doit être aussi très difficile pour eux. Donc c'est essentiellement sur des entretiens qui sont longs, qui durent 3 heures. Voilà, je vous dis pour Marseille. Donc vous imaginez 3 heures d'entretien avec pour un enfant, parce que ce sont des enfants. Et ça me permet de revenir juste, je ne veux pas parler trop longtemps, mais parce que ça se lie avec la question de la subjectivité, de comment on est dans la relation avec l'autre, et sur la question du sens. Et ce que vous disiez tout à l'heure, amener un jeune... Alors, bien évidemment, il y a tout l'aspect juridique qui est essentiel, mais pour moi, de ma place de clinicienne, c'est comment le jeune, l'enfant, va vivre toutes ces situations-là. Parce que pour lui, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens parce que il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un avocat, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un juge, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un professionnel de l'enfance, il ne sait pas ce que c'est que l'ASE, ça ne fait pas sens. Et c'est ce qui me qui me mobilise énormément, c'est cette question du sens chez ces enfants, où on va leur dire, alors c'est la position des professionnels et de toute façon on est bien obligé d'en passer par là, mais il faut aussi se placer de son point de vue à lui, c'est-à-dire que lui dire tu vas aller rencontrer un avocat, demandez-leur ensuite ce que c'est pour lui un avocat. C'est-à-dire que ce sont des représentations qui sont vides. Il y a un mot, mais à l'intérieur de ce mot, il n'y a rien. Et c'est très important de le prendre en compte, parce que souvent, oui, ils vont reprendre les termes qu'on leur donne. Ils vont dire « Ah, j'ai un avocat. Ah, oui, j'ai une OPP, ordonnance de placement provisoire. » Bref. Les juristes sont plus compétents que moi, où ils vont dire « Ah ben j'ai rendez-vous chez le juge », mais très concrètement, ça n'a pas de sens pour eux. Et c'est là qu'il y a la violence. C'est là où elle est, la violence d'ici sur ces jeunes. C'est qu'ils ne comprennent absolument pas tout le parcours dans lequel ils sont pris. Et c'est pour ça que je pense, et c'est une position que je défends, que oui, nous devons de porter leurs paroles, nous devons de les défendre, mais en aucun cas, nous n'avons à les exposer. Ils sont déjà suffisamment exposés. Et quand vous disiez, oui, parce que c'est le parcours, ça nous est arrivé, enfin mes collègues d'en accompagner aussi sur le commissariat. Alors, c'est pas du traumatisme, non. C'est simplement extrêmement violent. Mais ce qui est violent pour eux, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui se joue là. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi un adulte qui est censé les protéger, comme le sont tous les adultes dans le monde, eh bien, il ne va pas lui dire « mais viens à la maison, viens manger, viens dormir, etc. » Mais il va le renvoyer sur un autre dispositif, et que ce dispositif-là, eh bien, ça ne fait aucun sens. Et la violence, elle est là. Et les emmener, alors je digresse un peu, mais les exposer, c'est-à-dire les emmener sur des manifestations pour montrer leur situation, c'est une violence terrible sur ces enfants-là. Ils ont déjà été exposés. Alors ce n'est pas à eux de manifester, c'est à nous de manifester. Et eux, ils doivent rester dans des
endroits confortables et on doit les protéger. Zia Ouloumi. Juste alors je reviens au droit. Le droit est parfois brut ou brutal, mais l'article 388 du Code civil, juste pour le lire, pour que les choses soient claires. Donc je disais tout à l'heure, le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accompli. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables, et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, donc les deux conditions, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Et là où c'est important, le doute profite à l'intéressé. Ce sont les termes de la loi que je lis. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen de développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. Juste pour vous clarifier les choses, cet article 388 précise les choses, donc notamment depuis une loi de mars 2016 qui a clarifié et qui est allé un peu dans le sens de la protection véritablement de l'enfance. Et c'est là où je vous disais le problème qui se pose, c'est que dans le dernier rapport du Sénat, on veut distinguer ceci, c'est-à-dire que ça ne serait plus, l'idée ne serait plus de protéger les enfants, donc les mineurs, mais distinguer entre le mineur français et étranger, en gros, et dire que le mineur étranger est défini non plus par sa minorité, mais par rapport à son caractère étranger. Et c'est là où c'est un danger. Pour ce qui était de l'évaluation, ça a été rappelé, mais en l'occurrence, l'entretien a son importance. Pour les tests cliniques qui ont été préconisés et qui existent et qui devraient exister, nous avons l'entretien psychologique avec un médecin, un examen physique, un examen dentaire et un examen de l'âge osseux. Donc, vous voyez, l'examen de l'âge osseux, c'est à la fin, et tout cela, ma main au feu, que rien n'est respecté dans ce cadre-là. Donc effectivement, il y a des choses à faire, mais c'est important aussi de savoir ce que la loi dit, parce que normalement, le département, l'État et tous les acteurs qui interviennent doivent la respecter. Donc c'est pour ça que je voulais juste préciser cet article qui a son importance et que sans doute beaucoup connaissent déjà. Merci Zia. On arrive au terme de cette rencontre et je voudrais donner la parole à Anne-Isabelle Merlet et peut-être Dominique Rougier, si vous en avez le temps également, sur l'après, puisque beaucoup de ces mineurs non accompagnés déclarés font face à un déni de minorité. Beaucoup de ces mineurs qui deviennent majeurs après quelques mois de protection, quand cette protection a lieu, se retrouvent à l'âge de 18 ans dans une situation où la seule solution, c'est de demander l'asile. Pour ce qui est des mineurs non accompagnés, c'est 495 demandes d'asile en France, c'est ridicule par rapport au reste de l'Europe. Donc on se demande ce que deviennent ces personnes. Et aussi, comme le montre bien Rachid Oujdi dans son film, c'est quand on est un citoyen français et qu'on a décidé d'aider ces personnes, c'est d'être face à un avenir, en l'occurrence celui de la personne qu'on aide, dont on ne sait absolument pas ce qu'il va être. Et je crois que c'est le plus tragique, bien sûr pour la personne concernée, mais également pour les personnes qui s'en occupent. Anne-Isabelle Merlet, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui. Donc le collectif du CHEM, le CHEM, voilà, le centre d'hébergement d'urgence pour mineurs de Vennes. Voilà, on a ouvert début septembre en voyant l'inaction de l'État qui laissait les mineurs à la rue. Donc au départ, on a accueilli des mineurs qui n'étaient pas du tout pris en charge par le département. Puis le département a commencé à les prendre en charge de plus en plus rapidement, mais à les déminoriser aussi de plus en plus rapidement. Donc on accueille beaucoup de jeunes mineurs qui sont déminorisés, qu'on accompagne pour faire un recours juridique, et des OPP 13, donc des jeunes qui ont été minorisés
et qui ne sont pas pris en charge par Marseille, alors que c'est son devoir. Donc il y en a qui peuvent passer plusieurs semaines, plusieurs mois à la rue. Donc on essaie de les accompagner pour faire valoir leurs droits, notamment l'accès à la scolarité, avec une équipe de référents qui font des actions en justice, qui font un travail formidable d'ailleurs. Voilà, mais en termes d'avenir, on ne sait pas du tout combien de temps on va pouvoir tenir, ni vraiment quel avenir on va pouvoir leur offrir. En toute honnêteté, c'est au jour le jour qu'on voit un peu ce qu'on peut faire, quoi. Dominique Rougier, un toit, collectif Un Toit, Un Droit à Gap. Oui, enfin c'est plus c'est pas peut-être à ce titre-là que j'interviens vraiment, si ce n'est que pour la petite histoire, Un Toit, Un Droit, c'est un collectif qui a ouvert un squat à Gap en face des urgences, bâtiment inoccupé par la ville de Gap depuis 10 ans, pour mettre à l'époque des migrants, des femmes avec enfants qui étaient à la rue. Et petit à petit, je veux dire, suite à la manifestation entre Briançon et Gap, il s'est trouvé que des mineurs étaient hébergés dans ce lieu-là, et ça nous semblait complètement inadapté et impossible de poursuivre. C'est pour ça que sur Gap, s'est menée toute une série d'actions qui a permis de faire évoluer, mais à petits pas, et après de nombreuses manifestations, ça a été le plan, on a planté des tentes entre la préfecture et le conseil général, qu'on a renouvelé une deuxième fois au 14 juillet, ça a été l'occupation du conseil général, et à chaque fois, c'est des actions citoyennes fortes et médiatisées qui ont permis petit à petit d'arriver à des choses, mais on est encore dans le constat qu'aujourd'hui, il y a encore des mineurs à la rue, des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs, mais vous les voyez, ils sont en face de vous, vous ne doutez pas du fait qu'ils sont mineurs, et vous ne pouvez pas imaginer qu'ils restent à la rue. D'où la nécessité de poursuivre les actions qu'on a menées et de ne pas s'arrêter. Je voulais simplement aussi spécifier que les évaluations qui sont faites dans les Hautes-Alpes, quand elles durent plus d'une heure, c'est un événement. Il faut le savoir, c'est d'une rapidité, et quand en plus il faut faire appel à un traducteur au téléphone, c'est-à-dire que le jeune, il vous raconte, j'ai parlé pendant 2 minutes, le traducteur, il a dit 2 mots. Et vraiment ce sentiment de ne pas avoir été entendu, et je pense que ça aussi, ça participe d'un traumatisme terrible, parce que ce sentiment qu'on ne les a pas entendus, qu'on ne les a pas compris, qu'on n'a pas pris en compte les événements de leur vie. Et après, quand on sort, on lit les évaluations pour ceux qui ont fait la demande de copie, c'est édifiant. Je veux dire, c'est une honte qu'on puisse juger d'une minorité d'un enfant avec les appréciations qui sont marquées dans ces évaluations, dans ces rapports d'évaluation. Et je crois que vraiment, il y a un combat à mener de ce côté-là, parce que c'est aberrant, quoi. Je veux dire, rapidement, hein, un rapport rapporte que tout prouve qu'il est mineur, mais comme à 15 ans, dans son pays, il a imaginé ouvert un petit commerce autour de téléphone et de machin, on le déclare non mineur, quoi. Et c'est des exemples comme ça, mais il y en a en pagaille, parce qu'ils racontent le même parcours que celui qu'elle a reçu avant. Mais ils ont, comme on le disait tout à l'heure, quoi, les parcours, ils étaient tous identiques ou pas loin en tout cas. Marc Pascal, vous venez de Savoie, vous avez la parole pour conclure cette rencontre sur les mineurs non accompagnés. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu pour injonction par le Politburo de vous faire absolument parler, donc allez-y. Donc sous la torture, je vais parler. Quelle est la situation en Savoie ? D'abord, en Savoie, juste, je remets les choses en place par rapport à la géographie, mais tout le monde l'a en tête. Oui, ça s'est très tendu. Ça s'est très tendu sur la Roya il y a déjà un moment. Puis la tension est remontée sur la Clarée, sur l'Échelle, avec la militarisation de l'Échelle cet été. Et du coup, ce qui s'est passé naturellement, c'est que beaucoup de flux se sont déportés sur le nord, avec des passages qui sont plus compliqués que l'Échelle, parce que passer le col du Fréjus, de Bardonnec jusqu'à Val-Fréjus, c'est un peu plus compliqué que l'Échelle, il n'y a pas de route, voilà. Et alors juste, c'est une petite anecdote, mais je la trouve sympa. Ça peut aussi détendre l'atmosphère, voir aussi les choses autrement, montrer le décalage culturel qu'il y a entre nous et ces jeunes migrants. Il y en a un qui nous a raconté son périple par le col du Fréjus,
Et il a mis 2 jours, et tout seul. Et puis il nous expliquait que la nuit il avait froid, donc il avait trouvé un trou dans lequel il s'est enfoncé jusqu'au cou pour avoir chaud. Et il nous a dit, le matin j'ai entendu du bruit comme ça, là ça faisait i. Alors j'ai cru que c'était le rire du diable. Donc il a sorti en courant et il a sauté pour... Bon, c'était probablement une marmotte que vous connaissez tous et qui nous fait, nous, sourire. Et, voilà. Et puis un peu plus loin, il s'est retrouvé devant un barbelé. Il nous expliquait, voilà, j'étais devant un fil avec des... J'ai cru que... Bon, il avait l'image de ces barbelés à la télé, etc. Parce que, certes, ils sont pas la même culture que nous, mais il y a aussi des choses qui vivent comme nous au travers de la télé dans tous ces pays. Donc il nous disait qu'il ne savait pas quoi faire. Il disait, si je touche ce fil, j'avais peur que ça explose. Donc je me suis caché derrière un rocher, puis j'ai attendu. Et j'ai vu des gens qui sont venus avec un sac à dos. Ils ont mis le pied dessus et ils ont traversé. Donc j'ai traversé aussi après. Et il est arrivé donc 2 jours plus tard à Valfréjus. Voilà, c'est une petite anecdote sur ce qui se passe. Mais cet automne, les alpagistes du côté de Valfréjus comptaient jusqu'à 30 migrants. Alors, de loin, on ne sait pas si c'était des jeunes ou pas, mais une trentaine de migrants par jour qui pouvaient passer par ce côté-là. Donc voilà, les flux se déplacent. Et du coup, sur la Savoie, on n'est pas du tout organisé comme sur les Hautes-Alpes. On pourra en parler longtemps, c'est un autre débat. On a des problèmes avec le conseil départemental qui utilise aussi des critères pour juger de la minorité qui ne nous semblent pas acceptables. Aujourd'hui, on a par exemple des arrêtés du conseil départemental qui dit oui, on reconnaît la minorité, mais ce jeune n'est pas isolé. Pourquoi il n'est pas isolé? Parce qu'il a réussi à se procurer par sa famille en Afrique un extrait de naissance par voie postale, donc du coup, il n'est pas isolé. Et puis on a vu pire plus récemment, un arrêté qui dit il est effectivement mineur, on reconnaît la minorité, il est isolé, mais il est insolent. Alors pourquoi il est insolent? Parce que dans l'entretien, effectivement, les entretiens peuvent être assez musclés. Quand on dit à un jeune non, t'es pas ivoirien, mais que lui il est persuadé de l'être, au bout d'un moment, il s'énerve. Et voilà. Voilà. Donc c'est un tas de choses qui se voient aussi dans d'autres départements. L'avantage qu'on a par contre, et nous notre stratégie sur tous migrants en Savoie, donc, c'est d'essayer de valoriser, de mettre en avant vraiment ce qui marche bien. Parce que notre bataille à tous, c'est certes de faire en sorte que les migrants soient accueillis et soient bien accueillis, mais notre bataille, au-delà de ça, c'est de gagner l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un État qui n'est plus un État de droit. Alors, il y a un terme qu'on a du mal à utiliser, qu'on peut peut-être tester entre nous avec prudence, etc. Mais moi, j'appelle ça du fascisme, un fascisme grandissant. Et par rapport à ce phénomène-là, il faut vraiment qu'on gagne l'opinion publique. Et pour ça, on essaye de valoriser tout ce qui marche bien, sachant que dans ces structures, conseil départemental, PAF, ou police de l'air et des frontières, ou même les services de la préfecture, il y a des jeux qu'on leur demande de jouer, de faire, qui sont des jeux tristes, malheureux, vis-à-vis desquels on s'indigne. Et il y a aussi des gens qui sont très mal, qui essayent de faire leur travail autrement, de le faire bien. Il y a une grosse... il y a des gens qui sont en souffrance dans ces services, il faut aussi le dire, le reconnaître. Parce que sinon, si on les met tous dans le même sac, on a des logiques qui deviennent très frontales et il n'y a plus rien qui bouge. Donc voilà, pensez à chaque fois à valoriser ce qui marche bien. Je pourrais prendre l'exemple du conseil départemental vis-à-vis duquel on est très critique. Un point encore de critique sur le conseil départemental de Savoie, le président est un ancien ministre qui s'appelle M. Guémard. On essaie de lui faire passer le message. Alors il entend ou il n'entend pas, on ne sait pas pour l'instant, mais quand il refoule un jeune qui est visiblement mineur, mais il le refoule pour des questions financières, parce que c'est ça au bout du compte, ça veut dire quoi de la part d'un ministre, d'un ancien ministre? Ça veut dire mon conseil départemental, mon département, qui est pourtant riche, ne veut pas l'accueillir pour des raisons financières, je le remets à la rue, et qu'est-ce qu'il va faire ce jeune?
il va aller dans le département d'à côté. Où est-ce qu'elle est la solidarité nationale? Il n'y en a pas. Bon, donc voilà, essayez d'insister sur ces choses-là. Dans les points positifs, le conseil départemental a une stratégie, je l'ai dit, assez dure sur les critères de minorité. Par contre, tous les jeunes sont scolarisés la quasi-majorité, la quasi-totalité des jeunes en fin de parcours sont régularisés du fait de la bonne entente, entre guillemets, entre les services préfectoraux et le conseil départemental. Alors il y a des choses comme ça sur lesquelles on insiste vraiment pour valoriser ce qui marche bien, pour gagner l'opinion publique. Et on cherche aussi beaucoup à montrer tous les avantages que nos sociétés ont à accueillir des migrants. L'éducation nationale en Savoie est assez inconditionnelle. Elle accueille tous les jeunes. Elle a commencé par trouver des places à tous les moins de 16 ans, obligation, en France. Après, elle a cherché à faire rentrer tous ceux qui avaient entre 16 et 18. Et là, au mois de novembre, elle a fait rentrer des jeunes de plus de 18 ans dans des établissements scolaires pour les former. Donc, c'est pareil. Plus on valorise, plus on encourage les gens qui font ce travail-là à faire encore plus. Donc, il y a cette intégration-là. Et un prof principal du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux nous disait l'autre jour, il y a 2 ans, on accueillait les migrants par solidarité. Mais maintenant, c'est fini. On les accueille parce qu'on a compris aussi qu'ils nous aident à intégrer les jeunes Français qu'on a dans la classe et qui sont souvent plus difficiles à intégrer, qui ont des problèmes de scolarité, etc. Donc là, il y a un avantage clair, net, précis, identifié par tout le monde. La mixité sociale, y compris avec des migrants, c'est bien pour tout le monde. Le conseil départemental nous a dit aussi que... Alors il nous l'a dit une fois, donc nous on a sauté sur l'argument, maintenant il le dit moins, mais le conseil départemental a remarqué que dans les établissements où des jeunes migrants sont placés, ces jeunes migrants amènent du dynamisme dans l'établissement parce que c'est des jeunes qui sont autonomes, qui sont débrouillards, et ça dynamise énormément les structures. Donc, montrons tous les avantages. Et il y a un avantage majeur aujourd'hui, je m'arrête là-dessus, un avantage majeur qu'on a à accueillir les migrants, on le voit bien, c'est que la question qu'ils posent en étant là, c'est quand même un sacré sursaut citoyen pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, on peut les remercier d'être là. Merci. Merci Marc pour cette belle conclusion. Marc Pascal, Tous migrants 73, merci pour cette belle conclusion qui annonce la conférence qui aura lieu à partir de 13h30. On rend avec 5 minutes de retard, on a commencé avec un quart d'heure de retard. Donc cet après-midi à 13h30, devoir d'hospitalité, comment mieux accueillir sur son territoire avec notamment la participation d'Epi Plenel, Cédric Héroux, Maître Zia Ouloumi, à nouveau, 3 heures de plus. On comptera aussi parmi les intervenants Paolo De Marquis, le maire d'Oulx, le maire de Briançon, Gérard Fromm, Myriam Laïdouni-Denis, François Chemin, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, Esther Benbassa, Guillaume Contard. Je remercie Sylvie, Zia, Ibrahim, Rachid, Elena et Henri pour leur présence. Et vous rappelle que le film de Rachid Oujdi est diffusé ce soir à 18h30 au Cinéma Eden Studio, MJC, Centre Social Briançon, à 18h30. Merci. Merci beaucoup.